Bertrand Jordan, vous êtes biologiste moléculaire et généticien et vous assurez chaque mois les chroniques génomiques dans Médecine Science, dans le magazine Médecine Science. Et aujourd'hui, vous allez parler du génome personnel, de cette séquence que nous portons tous en nous. Et je crois que de plus en plus, chacun voudrait ou rêve d'avoir sa séquence personnelle. Oui, la séquence de l'ADN, donc la suite de base, la suite de lettres TAGC qui est contenue dans chaque noyau de chacune de nos cellules, elle porte l'ensemble de l'information génétique. C'est en ce sens qu'on parle de génome. Et comme on a de plus en plus, et de façon vraiment explosive ces dernières années, la possibilité d'obtenir cette information pour chacun de nous assez rapidement à un coût de moins en moins élevé, c'est en ce sens qu'on parle de génome personnel, de médecine personnalisée, de médecine génomique, enfin, qu'il y a tout un ensemble de développement qui n'est pas encore totalement arrivé à la clinique, mais qui est en train de s'en rapprocher très rapidement. Le désir du public et bien sûr un grand nombre d'entreprises qui se positionnent sur ce marché et qui espèrent se développer grâce à l'exploitation de ces informations. Il y a eu pendant 10 ans le grand programme Génome international qui a duré pratiquement de 1990 à 2000, dont le but était de lire l'ensemble des lettres, des bases du génome humain. Bon, on dit souvent décrypter, mais en fait, c'est pas vraiment décrypter, c'est lire, parce que décrypter, ça voudrait dire qu'on a vraiment compris tout ce que ça signifie, ce qui est loin d'être le cas même aujourd'hui. Mais donc, ça a pris, en fait, pour lire un génome, une espèce de prototype général, ça a pris 10 ans, ça a pris des milliards d'euros, ça a pris des centaines de chercheurs et de laboratoires de par le monde. Et pendant ce temps-là, finalement, les techniques de lecture de l'ADN n'ont pas tellement évolué. Et puis brusquement, depuis 4 ou 5 ans, grâce à un ensemble de progrès en micromécanique, en optique de précision, en informatique, on a maintenant des possibilités infiniment plus rapides qui permettent aujourd'hui de lire l'ADN d'une personne en quelques semaines pour quelques milliers d'euros. Et donc ça devient vraiment un outil tout à fait accessible et dont on peut envisager toutes sortes de retombées, aussi bien déterminer quels sont vos ancêtres, enfin d'où venaient vos ancêtres, que éventuellement voir la prédisposition à certaines maladies ou les réactions probables à tel ou tel médicament. Donc c'est un chapitre énorme en définitive dans cette séquence, puisque ça touche effectivement la sensibilité aux médicaments, les pathologies dont on peut être porteur, ou des pathologies dont on sera éventuellement porteur, ou pour lesquelles on aurait un risque si on épousait quelqu'un d'apparenté, de donner naissance à des enfants qui seraient homozygotes et qui seraient porteurs de la maladie. Oui, alors là, vous faites allusion au fait qu'en réalité, dans notre ADN, les gènes proprement dits, enfin bon, la notion de gène est devenue un peu plus floue ces dernières années. On croyait savoir précisément ce que c'est qu'un gène et bon, on s'est aperçu que la réalité est un peu plus compliquée. Mais bon, il n'en reste pas moins que, effectivement, dans notre ADN, seul 1% à peu près de l'ADN est réellement utilisé pour fabriquer des protéines, pour donner la formule d'une protéine qui va être ensuite fabriquée par la cellule. Et bon, les 99% restants, on a pu penser, on a pu dire à un moment donné que c'était du junk DNA, de l'ADN poubelle. C'est pas tout à fait vrai, c'est quand même un petit peu vrai. Mais en fait, dans cet ADN qui est en dehors des gènes, il y a aussi des éléments de régulation qui vont intervenir non pas sur la formule du gène, mais sur le fait qu'il va être mis en œuvre ou non à un moment donné dans un tissu donné. Donc il y a tout un territoire qu'on est encore en train d'explorer. Alors ça, c'est un petit peu l'étape actuelle, si on peut dire, de la génétique médicale.
C'est-à-dire qu'on a commencé évidemment par ce qui était le moins difficile, c'est-à-dire les maladies dites monogéniques, ou à peu près monogéniques, la mucoviscidose, la chorée de Huntington, la myopathie, les différentes myopathies, donc des maladies qu'on retrouve principalement dans certaines familles parce qu'elles correspondent à une altération d'un gène, toujours le même, et que ce gène altéré est transmis d'une génération à l'autre. Bon, on comprend que s'il y a un seul gène qui est impliqué, c'est moins difficile ou plus facile de le pister et d'arriver finalement à l'identifier. Et ça a été en fait les grands succès de la génétique médicale des années 90. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que même des maladies beaucoup plus fréquentes que les maladies monogéniques qui sont assez rares, comme effectivement le diabète, mais aussi l'hypertension, mais aussi la tendance aux attaques cardiaques, ou bon, toute une série, et également certaines maladies psychiatriques, avaient une composante génétique importante, comme on dit, une héritabilité de 50, 60, 70%, donc une composante génétique forte. Mais en fait, la recherche des gènes intervenant dans ces maladies a été très difficile, du fait qu'ils sont nombreux, qu'il peut y avoir 10, 20, 30, peut-être même 100 gènes, dont certains variants vont augmenter, ou au contraire d'ailleurs diminuer, le risque d'être atteint de cette maladie. Et donc, il y a eu dans ce domaine-là beaucoup d'échecs, beaucoup de résultats qui n'ont pas été reproduits, qui ne tenaient pas la route. Et c'est seulement depuis 7 ou 8 ans qu'on a vraiment les moyens techniques de faire des études à grande échelle, ce qu'on appelle les GWAS, c'est des balayages du génome, si vous voulez, où on étudie 500 000 ou 1 million de points dans l'ADN d'un millier de personnes atteintes et d'un millier de personnes témoins, et on cherche à voir si certaines régions du génome sont préférentiellement associées avec la maladie. Et effectivement, on arrive maintenant à trouver des régions associées à certaines maladies, à trouver les gènes impliqués, mais en fait, chacun de ces gènes a une influence assez faible, et c'est seulement quand on a un certain nombre de variants d'un certain nombre de gènes rassemblés qu'on va avoir un effet plus important sur l'apparition de la maladie. Je dirais que à l'heure actuelle, c'est beaucoup plus limité que ce que l'on imagine en général. Ce que l'on peut trouver dans la séquence d'une personne, c'est effectivement certaines mutations qui n'ont pas d'effet à l'état hétérozygote, puisqu'il existe une copie sur l'autre chromosome du gène normal qui permet à l'individu d'échapper à la maladie en question, mais qui peuvent se révéler en cas de procréation avec une personne qui porte aussi une mutation dans le même gène. Et donc ça, de plus en plus, c'est une exploitation qui est envisagée, qui est même proposée commercialement, de regarder systématiquement quelques centaines de gènes chez les deux parents, les deux futurs parents, pour voir s'il n'y a pas un risque d'avoir un enfant qui pourrait être atteint par l'association de deux variants délétères, entre guillemets, d'une maladie génétique, avec la possibilité à ce moment-là de recourir à la fécondation in vitro et au diagnostic préimplantatoire. Donc dans ces cas-là, il peut réellement y avoir une utilité à examiner l'ensemble de l'ADN. Par contre, pour ce qui est de la prévision ou de la prédiction de la susceptibilité à des maladies fréquentes, les données sont encore beaucoup trop incomplètes pour qu'on en tire grand-chose. Et en fait, par exemple, il y a eu récemment une publication qui montre que ce que l'on peut tirer des informations génétiques à l'heure actuelle n'apporte rien par rapport à ce que l'on peut tirer de l'histoire familiale. C'est-à-dire, c'est aussi informatif d'avoir une histoire familiale, de savoir s'il y a quelqu'un dans la famille qui a été atteint de telle ou telle maladie. Ça apporte autant d'informations que d'analyser l'ADN de la personne. Mais c'est la situation aujourd'hui, et ça va certainement évoluer au fur et à mesure que l'on comprend mieux les relations entre l'ADN et la personne, entre le génotype et le phénotype. Et bon, on peut penser que dans 10 ans, la situation sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est effectivement
en contradiction complète avec ce qui est offert sur Internet, où vous pouvez faire une recherche de paternité pour 200 ou 300 euros en envoyant des échantillons à un laboratoire en Belgique ou Dieu sait où. Et donc effectivement, dans la législation française telle qu'elle existe aujourd'hui, je n'ai pas le droit de m'adresser à un laboratoire pour obtenir la séquence de mon propre ADN, puisque ça rentre dans la catégorie des tests génétiques. Je pense que c'est un exemple d'une législation qui est difficilement applicable. Je ne crois pas d'ailleurs que quiconque a été poursuivi en vertu de cette loi, et il va sans doute falloir que ça évolue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de garde-fous, mais l'interdiction absolue qui est la règle légale en France ne me paraît pas tenable. Alors d'abord, l'expérience, enfin le peu d'expérience qu'on a, mais d'expérience réellement, je dirais, probante, parce que menée dans des conditions correctes, a l'air d'indiquer que les gens ne font pas grand-chose de ces résultats. Il y a eu une étude récemment faite par la Scripps en Californie, dans laquelle plus de 3000 personnes ont eu recours à une analyse génétique, l'analyse de la société Navigenix. Ça n'est pas une séquence complète, mais c'est un examen quand même d'ensemble du génome avec des indications de prédisposition pour une vingtaine de maladies complexes. Et ces gens donc ont été suivis de façon à voir après le résultat de l'analyse ce qui avait changé éventuellement dans leur niveau d'anxiété, dans leur comportement alimentaire ou dans leur comportement sportif. Et l'ensemble des résultats, c'est que rien n'a changé. C'est-à-dire que le niveau d'anxiété n'a ni monté ni baissé, ils mangent toujours autant de corps gras après qu'avant, et ils ne font pas plus d'exercice. Donc ça, alors qu'ils ont participé à cette étude et ils ont payé de leur poche au moins une partie de l'analyse. Donc c'était a priori un public relativement motivé pour participer à cette expérience. Donc je crois qu'il ne faut pas trop s'illusionner sur les possibilités de changement réel de comportement de gens en fonction des résultats d'une analyse. Bon, cela dit, de nouveau, dans la mesure où la précision et la fiabilité de ces analyses va certainement augmenter dans les années qui viennent, ça peut changer. Quand on peut être amené pour des raisons médicales, cette fois donc dans un cadre médical qui est légal, y compris en France, à vouloir obtenir la séquence d'un malade, par exemple pour trouver la cause d'une anomalie chez un enfant, ou pour choisir un traitement dans un cas de cancer. Et donc, il faut avoir le consentement du malade pour que l'on réalise la séquence de son ADN. Et un des problèmes qui se pose, c'est que en fait, cette séquence, bien souvent, va révéler des choses inattendues. C'est-à-dire qu'on a effectué cette séquence pour, par exemple, pouvoir faire un choix parmi les différents traitements possibles pour un certain cancer, mais on peut trouver dans les résultats de la séquence une prédisposition forte à une maladie ou une anomalie chromosomique, enfin, des choses qu'on ne recherchait pas, mais que fournit également l'analyse qui, d'une certaine façon, donne trop d'informations. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette information? Est-ce que cette information, on va la transmettre aux médecins? Est-ce qu'on va la transmettre aux malades? Si elle a des incidences pour des membres de la famille du malade, est-ce qu'on va la transmettre à ces membres de la famille ou à leurs médecins? Et d'une certaine façon, tout ça doit être prévu dans le consentement éclairé que va signer le patient. Et comme justement ce sont des choses qui sont a priori assez imprévisibles, c'est assez difficile de gérer ce consentement éclairé qui est pourtant bien sûr très important. Donc c'est un exemple, si vous voulez, des problèmes, des questions éthiques qui vont se poser avec la généralisation de l'accès à la séquence d'ADN pour un peu tout le monde à un tarif proche de celui d'un scanner, donc quelque chose de relativement accessible.
peut dire que bon, d'abord c'est un exemple encore d'une révolution qui nous est arrivée alors que vraiment on ne s'y attendait pas. Qui est énorme et qui est rapide. On s'attendait dans les années 90 à ce que des nouvelles méthodes accélèrent le séquençage de l'ADN, ça ne s'est pas produit, on est quand même arrivé au bout. Et puis tout d'un coup, maintenant, finalement, 4 ou 5 ans plus tard, sans qu'on sache très bien pourquoi ni comment, ça s'accélère, mais d'un facteur énorme, d'un facteur plus de 1000, ça va beaucoup plus vite. Les progrès en séquençage vont beaucoup plus vite que les progrès en microélectronique, par exemple, qui pourtant sont extrêmement rapides. Et donc on se retrouve avec bon, une moisson d'informations, ce qui est bien en soi, mais en même temps beaucoup de mal à traiter cette information et à traiter les questions d'éthique et de société qu'elle peut soulever. C'est un peu l'histoire de la biologie dans les dernières 20 ou 30 années. Merci beaucoup Bertrand Jourdan de nous avoir éclairé sur ce génome personnel. Avec la rapidité de l'évolution des choses, le débat n'est pas clos et peut-être un jour nous y reviendrons. Merci.